Bonjour. La France a peur. La France a peur. La France a peur, comme disait Roger Giquel. Mais la France a peur pour les E39. Peur, et elle nous gagne parce que la E39, comme ici présente, malgré que ce soit une première main et qu'elle soit d'origine France, elle rouille aussi. Elles rouillent parce qu'elles sont vieilles, parce que ce sont des vieilles voitures. Les gens qui disent increvables, ce sont des termes qui m'insupportent, que ce soit pour la E39 ou une autre voiture, m'ennuient profondément. Et ce terme ne veut strictement rien dire. Toutes les voitures ont des défauts. Évidemment, des voitures sont mieux construites que d'autres. Évidemment, il y a des voitures, c'est de sacrée merde. Des voitures qui sont un peu meilleures. Mais la E39, malgré tout, c'est une voiture qui est sortie en 96, même en 95, et qui a vu du pays depuis. Là, c'est une E39 que j'ai achetée pour ma consommation personnelle, pour mon utilisation personnelle. Et cette E39 première du nom est venue à moi parce que je cherchais une grosse voiture pour mes besoins. Et cette grosse voiture, elle est là parce que je ne trouvais pas de Pajero Mitsubishi. Je vous laisse aller voir la vidéo que j'avais mis il y a quelques mois de cela. J'en avais repéré un correct, il ne me plaisait pas à 200%, mais je l'ai loupé, j'en suis encore amer aujourd'hui, parce qu'en termes d'état, il était meilleur état que ce véhicule, également payé un peu moins cher en plus, mais c'était un diesel. Et moi je cherche de l'essence exclusivement parce que c'est comme ça. Et comme ça fait au moins 2 ans que je cherche un Pajero 3,5 litres et que je ne trouve pas chaussure à mon pied, mon deuxième choix de véhicule était la E39. La E39 uniquement en phase 1, parce que je préfère. C'est comme ça, il n'y a pas à tourner autour du pot, je préfère la E39 phase 1. Et un jour, cette E39 phase 1 s'est présentée à moi avec la configuration que je cherchais. Donc pendant plusieurs jours, je me suis posé la question, qu'est-ce que je dois faire, étant donné que je ne peux pas l'avoir, est-ce que je l'achète quand même aux enchères, et est-ce que je donne suite ou pas à une telle voiture, quel qu'en soit le prix, entre guillemets. Malheureusement, elle est là. Malheureusement, j'ai acheté la voiture, et malheureusement, c'est souvent le cordonnier le plus mal chaussé, et que avec ma petite expérience dans l'automobile, dans l'achat-revente et les enchères entre autres, et les bilans que je peux faire à longueur d'année et depuis plus de 20 ans même maintenant. Première vente aux enchères que j'ai faite, c'était en 2007, donc j'en ai vu 2-3 entre temps. Mais comme je suis un peu bête, j'achète des voitures difficiles à trouver. Je veux que des trucs difficiles à trouver. Canard à 3 pattes, quoi. Et elle est tombée, cette bagnole, et malheureusement il y avait des choses qui m'intéressaient obligatoirement, qui en font une voiture introuvable, et elle avait les choses, donc je me suis dit je l'achète quand même, quand bien même je ne la vois pas en vrai, mais encore pire, je ne vois pas le côté droit de la voiture parce que le commissaire-priseur n'a pas fait de photo du côté droit. Et je connais pas le kilométrage de la voiture. Les seuls trucs que je sais, 5 garanties, origine France, peut-être première main à ce moment-là, et châssis sport, toit ouvrant, cuir. Voilà. Mais en gros, je voulais châssis sport, cuir, toit ouvrant, sinon, j'en veux pas. Et voilà, elle avait ça. Donc je me suis dit, c'est le destin, la voiture est là, il faut que je l'achète. J'ai acheté la voiture. Trop cher, évidemment, comme toujours. Parce que quand on achète des voitures non raisonnables, on est déraisonnable, et on achète des trucs vieux et moches avec 1 tonne de kilomètres. 277 000 km l'engin. Bon, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ils auraient quand même pu faire un effort, puisque les E39 phase 1, il y a un défaut qui est assez connu, c'est le compteur qui casse, qui pète, et qui ne peut pas vous donner d'informations. Donc je me suis dit, le compteur est cassé, on ne connaît pas le kilométrage. Et comme ça faisait un moment qu'elle n'avait pas roulé, j'ai parié sur le fait qu'elle n'avait pas de borne. Je me suis dit, ça se trouve, c'est une bagnole, elle a 130 000 km,
et pour une 39 phase 1 V8, c'est introuvable. Elles ont des tas de kilomètres tout le temps, ces voitures-là, quand ils sont prouvés. Et là, elle a 2 fois plus que les 130 000 que je pensais qu'elle avait, que je m'étais imaginé, hein, parce qu'évidemment, je voulais me rassurer en l'achetant. Malgré tout, elle était quand même française. J'ai eu les factures BMW d'entretien de cette voiture. Et pour la petite histoire, j'ai compris, et ça va expliquer un certain nombre de choses concernant cette voiture, que cette voiture n'a pas roulé depuis 2006. En tout cas, elle a fait la grande partie de sa vie de 97 à 2006. Et les 270 000 bornes qu'elle a fait, c'est de 1997 à 2006. Et en 2006, chez BMW, il y a une facture de demande d'intervention sur le compteur. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Comment? Qu'est-ce que je comprends pas? La voiture, elle a 9 ans, le compteur marche pas. Depuis, la voiture n'a quasiment pas roulé. Elle a fait, je dirais, 3-4 000 km grand max. Et ces 3-4 000 bornes ont été faites entre 2006 et 2010. Et depuis 2010, c'est une voiture qui était à l'arrêt a priori complet. Ce qui dénote d'un état, encore une fois, je me suis dit, un mec qui a une 540, qui l'achète neuve ou quasiment neuve, peut-être qu'il a des thunes et qu'elle est bien garée, la voiture. Tout ça, c'était une somme de paris, évidemment, qui se sont retrouvés être faux. Heureusement que je fais pas ça pour mes clients, parce que sinon, voilà, je serais en prison actuellement. Mais voilà, donc la voiture, je l'ai achetée parce que je la voulais, c'était pas raisonnable. Vous connaissez un petit peu son histoire. L'idée de la vidéo aujourd'hui, c'est pas de raconter l'histoire de cette voiture, j'imagine que tout le monde s'en fout. Quoique, il y a des gens qui regardent, des gens qui racontent des histoires pendant très longtemps, à longueur d'année. Donc, peut-être que ça vous intéresserait que je vous raconte des histoires de bagnoles comme ça pendant des siècles et des siècles, telle ou telle bagnole. Bon, jusqu'à maintenant, moi j'ai parlé de modèles de manière générale, mais pas de modèles précis. En tout cas, vous connaissez un petit peu l'histoire de cette voiture, qui est une 540i automatique, année de fabrication 97, janvier 97 pour être précis sur l'usine, et elle a une première mise en circulation en mars. Voilà, donc c'est une toute première série. Pour les connaisseurs, c'est un M62 B44 le moteur, soit un 4 litres 4 de 286 chevaux, boîte automatique à 5 rapports Steptronic, la classique. J'ai déjà dit tout à l'heure, toit ouvrant en métal, intérieur cuir et siège sport. On fera l'essai, j'espère, si un jour j'arrive à finir cette bagnole, parce que malheureusement je suis un peu blessé et du coup parce que ça s'ajoute à ça, forcément la blessure n'est pas prête de se guérir et je ne sais pas trop comment je vais me dépatouiller de cette cochonnerie. Bref, c'est encore une autre histoire. Et donc cette 39, l'idée c'est de faire une vidéo, de vous montrer ce qu'il faut regarder sur le châssis et pas faire comme moi, acheter une voiture sur photo, parce qu'évidemment elle peut très bien présenter 9 fois sur 10 le 39 à vendre sur les différents sites, elle présente toujours très bien. Enfin, des fois elles sont pourries, on le sait qu'elles sont pourries, mais 9 fois sur 10 elles présentent bien, sauf que les mystères cachés à droite et à gauche de ces voitures là, je vais vous les montrer parce qu'il y a beaucoup de choses. Je suis en tenue de combat actuellement parce que tout à l'heure je vais faire le ver de terre pour vous montrer en dessous la voiture. Là il y a une partie des protections qui viennent sous la voiture. Donc là il y a les carters moteurs qui se cachent, il y en a d'autres qui sont derrière, hein. En fait j'ai vidé le coffre tout à l'heure pour vous montrer quelque chose, et les passages de roue arrière sont là. Là, la pièce qui est là, c'est un des 4 tampons de levage de la voiture, là où on a les chandelles ici. Et donc la voiture ici présente, donc avec son fameux V8 BMW, son légendaire V8, elle a en code couleur le BMW Aspen Silver métallique, qui est donc un gris violet métallisé comme ça. Donc quand on voit la voiture de manière générale comme ça, hein, si ce n'est que la voiture n'a pas ses protections, donc il y a 2-3 choses un peu moches, on peut se dire globalement elle a un bon état de présentation et qu'elle ne pose a priori pas de soucis, surtout quand je rajoute le fait que c'est une origine France depuis toujours et que elle a été produite pour la France et qu'elle a été entretenue chez BM et que c'est une première main ou quasiment une première main. Donc l'ensemble de présentation est plutôt correct et elle ne nous laisse pas apparaître d'éventuels problèmes d'importance que pourrait cacher cette voiture. Cependant, quand on achète une 39, il y a des points à regarder de manière prioritaire
sur la voiture. Donc malheureusement, quand vous achetez de 39, elle n'est pas sur chandelle en général, et elle est également toujours pourvue de ces protections en plastique qui entourent la caisse. Autre point que je tiens à signaler, alors il y a le camion poubelle qui passe dans la rue, il y a un avion, donc je ne sais pas si on m'entend bien. Donc premier point d'attention quand vous mettez en quête d'une 39, alors c'est ça que je voulais ajouter comme information, c'est que la voiture, je ne l'ai pas lavée, elle est brute de brute. Elle est telle qu'elle, j'ai rien fait dessus, j'ai volontairement rien fait dessus, et j'ai pas même mis un coup de jet d'eau dessus, j'ai juste enlevé les protections pour avancer un petit peu le travail et qu'on soit tranquille et qu'il n'y ait pas de triche. Premier point sur ces voitures là, on va commencer par le passage de roues à l'avant. Il y a un point qui est à constater à l'essentiel, c'est que souvent vous avez des E39 qui sont corrodés là ou là. Sur le E39, le bas de caisse, il est peint, mais il est en métal, contrairement au 46 où c'est un truc en plastoc qui vient ici. Là, c'est du pur métal tout le long. Donc, voilà. Souvent, ça peut corroder ici ou là, sur la face extérieure. Et pourquoi ça corrode? Tout simplement parce que si on remonte un petit peu à côté du filtre de clim, ici, il y a des cochonneries qui se mettent ou par la pluie qui descend par le pare-brise, qui arrivent par ce trou d'évacuation ici présent et qui se mettent à s'accumuler ici et qui est coincé donc par la protection qui vient comme ça et par l'autre protection en dessous qui vient ici comme ça. Et donc quand on a ça et quand on enlève 9 fois sur 10, alors 10 fois sur 10 si la bagnole elle est corrodée là ou là, toujours ici c'est pourri, malheureusement on peut pas y échapper, c'est comme ça, la voiture est pourrie à cet endroit là et c'est très très chiant. Faut savoir que la E39, donc vous avez cette espèce de finition bas de caisse qui est ici, qui est à l'extérieur, mais à l'intérieur c'est composé aussi de différentes couches de métal pour le renfort latéral de châssis, hein, pour les accidents. Alors je sais pas trop comment c'est foutu exactement. Donc il y a différentes hauteurs de métal et qu'en général si la partie extérieure est pourrie, à l'intérieur c'est horrible, faut le savoir. Et que ici donc le fameux caoutchouc de support de levage de la voiture, il est par contre très solide sur le 39, il part comme ça je crois de mémoire, et c'est du métal assez épais, ça doit être du 5 mm ou je sais pas quoi, enfin bref c'est du gros et du coup ça tient très bien. Si ça c'est enfoncé sur une 39 et si c'est pas à cause d'un accident, c'est vraiment chaud sur la voiture, faut être très clair. Donc voilà, on a ce truc là. Moi je pense que la voiture a été stockée contre une haie de ce côté là à droite, parce qu'il y a différents points qui m'invitent à me dire que ça, genre la verdure ici que je n'ai pas de l'autre côté. Et pour un point très simple, c'est que ma E39 ici présente, donc une fois que je commence à me coucher en dessous, je peux voir la continuité qui est pas trop pourrie de mon bas de caisse, hein. On voit ici toujours la suite du bocal de lave-glace de cette voiture. Ici, on peut voir que cette déformation est une déformation normale et logique. Ici, c'est une évacuation. Logiquement, il faudrait à chaque fois déboucher ces évacuations-là pour évacuer le caca. Mais les gens n'enlèvent déjà pas la protection que je me tue à rappeler à longueur de vidéo sur les BM et tout. Il faut enlever les protections pour nettoyer en dessous parce que ça accumule et ça fait de la merde. Il faut le faire, c'est très important. Donc comme quand vous achetez une 39, vous ne pouvez pas avoir accès parce que le proprio il vous laissera jamais enlever ces choses-là. L'indice peut-être à voir, c'est est-ce que, parce que ça craque en premier, vous voyez, ça c'est la fixation pour pour justement l'espèce de couverture qui vient se foutre en dessous. Et là les crochets, l'idée c'est d'appuyer dessus. Là j'en ai laissé un exprès. Donc là, il y a l'espèce de protection en plastique qui vient comme ça par-dessus. Donc ça vient se mettre au-dessus. Vous appuyez sur chacune. Et si le métal est solide, principe, c'est pas trop mal. C'est-à-dire que si la partie extérieure, comme ça, quand vous voyez la voiture, c'est bon, et que là, toutes les fixations sont plutôt solides, en principe, c'est pas mal. Mais, malgré tout, pourquoi, comment, je ne sais pas. Moi, la mienne, ici, elle a une merde. Je sais pas trop pourquoi. Donc évidemment là j'ai regardé un petit peu, c'est moi qui ai pété, c'était pas comme ça, hein. C'est moi qui ai gratté l'ensemble avec un tournevis pour voir comment c'était fait. J'ai tout gratté.
Et j'ai regardé un petit peu ce que ça valait, si c'était pourri et tout, ça a l'air solide et tout. Donc, à mon avis, pour l'instant, après, peut-être que ce sera autrement et qu'il faudra que je change et que je serai cuit. Mais, a priori, on se contentera de gratter, de traiter et ça ira pas plus loin. Donc, et malgré ça, là, toutes ces parties-là sont plutôt très saines. Enfin, je veux dire, là, quand on regarde dans le détail, dans tous les trous, c'est propre. Là, on a le métal à nu. C'est absolument nickel. Là, je pense qu'il y avait un problème de... Ça se trouve, il y avait une ronce qui venait là comme ça, machin. Et pourtant, à l'extérieur, encore une fois, ça se voit pas. Hein. Et là, ça, c'est moi qui ai fait exprès de l'éclater pour le monter parce qu'avant, il y avait l'entièreté de la peinture ici. En fait, j'ai éclaté à différents endroits pour voir. Et à part là, pile au milieu, je sais pas trop pourquoi il y a ça. Et souvent, quand on va à la continuité sur la partie arrière, je continue à faire le scarabée. On a donc toujours ces petits trucs qui sont plus ou moins sains. Et là, c'est là où souvent les E39, elles s'attaquent. Et là, par contre, ce qui est traître, c'est que c'est vraiment sur la partie intérieure et qu'il y a des petits coquins qui s'amusent à masquer ça. Donc, l'idée, c'est d'essayer d'appuyer ici pour voir si c'est pourri à cet endroit-là. Parce que là, c'est vraiment très sensible. Vraiment au bout du truc, ici. Vraiment sur les dernières parties. Voilà, je l'ai mise au point de la caméra. C'est ici que c'est sensible, et c'est sensible à cause de ça. Parce que ça, en fait, c'est le joint scellant qu'ils mettent à l'usine. Là, on peut voir ici, ils ont dû mettre un grand coup de pinceau, machin, à l'usine, comme ça. Ça, c'est le joint scellant. Et le joint scellant, en fait, il se pète. Donc là, vous avez la couverture en plastique, vous avez le joint scellant qui se pète, et le joint scellant qui se pète, après, vous avez la merde et l'humidité qui rentrent comme ça, et là, ça gonfle, et là, après, ça pète. J'ai la chance que c'est sain, parce que pour moi, là, comme la voiture, elle a roulé que 9 ans, en gros, bah ici, c'est resté assez sain et plutôt solide. Hein. Là, l'espèce de scellant, il pète, et autour du truc, la tôle, elle est bonne. Vous voyez ? Et tout du long, là, je viens de le craquer à l'instant exprès, hein, parce que de toute façon, je vais tout gratter et le refaire. Enfin, du moins, je vais essayer. Encore une fois, avec ma main pourrie, c'est peut-être pas évident. Autre indice, si vous pouvez, c'est regarder. Parce que si c'est bien mastiqué et tout, souvent on s'occupe pas des tuyaux d'essence. Ça, c'est le réservoir d'essence. La sangle du réservoir d'essence est là. Et là, vous avez les tuyaux d'essence. Et les tuyaux d'essence, s'ils sont marrons, c'est qu'en général, ça c'est pourri. Ou alors le mec il a mastiqué ici, il a fait une cochonnerie là, mais là le tuyau d'essence en général il s'en est pas occupé. Et souvent si le tuyau d'essence est pourri ici, au-dessus du réservoir, à cet endroit-là, quoi, grosso modo, sur la tôle, c'est pourri aussi. J'enlèverai pas le réservoir pour vérifier, mais je vais faire confiance au fait que mes tuyaux soient beaux ici pour me dire que c'est pas mal. De l'autre côté, par contre, mon autre bas de caisse, il n'est pas aussi beau que ça. Alors, il n'est pas encore mort, mais il n'est pas terrible. On va aller voir tout de suite. Là, je vous montre vraiment l'intimité de ma bagnole. Donc, pareil de l'autre côté. La même étape, hein, je refais le scarabée. Ici, c'est toujours propre, donc on continue de regarder. Tout du long, c'est pas mal ici. Là, tous les petits points de fixation sont bons. On est plutôt pas mal. Par contre, ici, c'est très très moche. Alors, c'est pas aussi moche que sur une allemande d'Allemagne. Mais souvent, de la même façon, on a des petits coquinous qui s'amusent à nous cacher ça. Alors, j'essaie de faire en sorte qu'on y voit quelque chose. Donc ça, c'est la même chose. Ça c'est le début, en fait. Donc là, j'ai commencé à péter ça pour voir comment était le métal. Là, on peut voir que le joint scellant a craqué ici. Donc ce qui fait que les couches de métal, et on voit pourtant que c'est de l'épais quand même. Hein. On voit ici que le métal, bah, il a été exposé. Malheureusement, combien de temps, je ne sais pas. Dans la continuité, ici, le joint, il a pété. Et dans la continuité, le joint, ici, il a pété. Et là, il a pété avec, à côté, malheureusement, l'espèce de trou d'évacuation ici. Et là, on peut voir, là, l'épaisseur là, du truc, là, c'est super épais. Ça, c'est ça. En fait, j'ai fait exprès de l'enlever tout à l'heure. Mais ça, en fait, c'est ça. Voilà, ça vient ici comme ça. Et là, on peut voir, le truc, il est super épais, machin, il n'y a pas de souci.
ça s'enfonce pas à cet endroit-là. C'est vraiment, pour que ça s'enfonce, il faut vraiment dire que la voiture est pourrie, quoi, hein, très franchement. Donc là, voilà, on peut voir, quand j'enlève la protection anti-gravillon d'origine, c'est nickel. Là, si je montre pas la vidéo, il y a plein de gens, là, en fait, ils mettent un coup de propre vite fait ici. Là, ils refont un joint, machin, ils mettent de l'anti-gravillon, ni vu ni connu. Tu l'as pas reconnu. Sauf que très souvent, c'est ça. Donc, moi, l'indice que je peux donner, c'est regarder les tuyaux de carburant côté droit, s'ils sont pourris ou pas. Et d'appuyer ici, là, il est encore solide, mais il est un tout petit peu plus mou que de l'autre côté. Donc on sait qu'il est fragile. Et ça, en fait, c'est la même chose que... Hop. Donc de l'autre côté, ça donne ça, ce truc. Et vous voyez, sous la protection, ça boursoufle un petit peu. Le métal est solide, mais ça commence à boursoufler. Donc, moi, je vais m'en accommoder. Je vais faire ça comme ça, mais on peut constater ici qu'il y a plusieurs couches de métal et que il y a du joint scellant normalement et tout. Donc là, il va falloir traiter en urgence. Et malgré le traitement en urgence, je suis pas sûr de le sauver. Ça se trouve, ça va pourrir et mourir dans très peu de temps, malheureusement. Donc on verra ça. Et ça, je pense que cette affaire-là, c'est que suite à l'historique, j'ai vu que la voiture, elle avait eu le pare-choc qui avait été réparé. Et puis là, on peut voir ici, c'est certainement qu'ils ont essayé de redresser ou je sais pas quoi. Parce qu'on peut voir que la finition, c'est pas une finition à la BM classique pour les connaisseurs. Elle est un petit peu plus abîmée. Je sais pas si on voit. Voilà. C'est un peu plus merdique qu'à l'origine. Et je pense qu'ils, dans leur traitement ou je sais pas quoi, ça se trouve, ils ont gratté ou je sais pas ce qu'ils ont foutu et du coup, ils ont fait ça. Pourtant, encore une fois, bas de caisse extérieure, nickel. Tour d'aile, nickel. Et l'aile aussi, nickel. Parce que souvent, pareil, hein, si une 39, elle est déjà mangée ici, en général, c'est que c'est moche là-bas. Là, on peut voir que absolument nickel. Hein. Franchement. Pourtant, ma voiture, c'est un cadavre au départ. Hein. Enfin, moi, je considère ça... voilà. Je suis peut-être un peu exigeant pour une voiture de 96. Mais quand je vois comment les gens me font mal à la tête des fois, je me dis que plus de transparence, c'est compliqué de faire plus. Donc, la même chose de ce côté-là, il faut regarder ici, parce que si c'est pourri ici, c'est qu'à l'intérieur, c'est encore pire. Et l'autre point négatif, sur les E39, défaut de conception, là, on peut le voir ici, dans la trappe à essence, l'eau glisse comme ça, tac, elle vient se foutre comme ça et elle rentre ici. Défaut de conception. Sur une voiture qui roule pas comme ici, qui n'a pas roulé pendant 1000 ans, qui a été stockée dehors, le problème c'est que l'eau elle s'accumule ici et ce qui fait que ça donne des tout petits points ici de corrosion. Certaines sont carrément trouées. Voilà, et ça c'est parce que l'eau elle s'accumule. Quand vous roulez avec la voiture, l'eau elle a tendance à partir avec les vibrations et en plus en ouvrant et en fermant la trappe, ça s'évacue, il n'y a pas de problème. Mais quand une voiture comme ça a eu un stockage extérieur abusif pendant plusieurs années, là c'est galère. Autre point de contrôle impératif sur le E39 berline, c'est que malgré que ce soit une voiture dite increvable par certains spécialistes, ça c'est pourri, c'est de la merde. Les joints de feu arrière sont catastrophiques sur le E39 berline. Ce qui implique une conséquence assez dramatique, c'est que donc là, vous avez les joints qui sont derrière les feux arrière qui sont pas beaux. Donc l'eau glisse et coule ici, dans le bac de roue de secours. Et le bac de roue de secours, quand il se remplit, c'est moche. Parce que si vous voyez qu'il se remplit parce que vous utilisez votre voiture, j'ai envie de dire que vous pouvez intervenir. Mais quand c'est une voiture qui a été mise de côté pendant 18 ans, comme ici, et on a un gros trou. Et un gros trou, quand je dis gros trou, je plaisante pas. Parce que, putain, j'arrive pas à lever la roue avec ma main en carton. C'est dire la différence de force que j'ai entre les deux mains. 5e Jean Talus, un roue de secours de beau gosse. Évidemment, le saligo qui m'a fait le contrôle technique ne m'a pas raconté la vérité. Évidemment, la voiture, elle n'était pas dans cet état-là quand je l'ai achetée. Quand je dis dans cet état-là, c'est qu'elle était pourrie comme ça, mais elle était pourrie comme ça, mais cachée, en fait. C'est-à-dire qu'il y avait la vraie tôle comme ça qui existait sur la voiture de partout
Il y avait même encore l'isolant là, machin, mais elle était molle. Et en fait, je me suis posé la question en regardant le dessous de la voiture. Je me suis dit, tiens, le petit trou qui est là d'évacuation d'origine, qui donc au départ se trouvait là, je me suis dit, tiens, c'est marron autour. Donc je me suis dit, je vais appuyer avec mon gros pouce. J'ai appuyé avec mon gros pouce et à la fin, j'ai passé mon poing et ça a fait ça. Voilà. Donc, évidemment que là, je suis bon pour un passage chez le carrossier afin qu'il me refasse ce plancher arrière de véhicule. Je ne sais absolument pas combien ça coûte. Je n'en ai absolument aucune idée. Je connais rien en carrosserie. Mais l'avertissement ici présent, donc évidemment au contrôle technique c'est pas censé passer, évidemment le saligo qui m'a fait le contrôle technique, il n'a jamais mentionné une quelconque corrosion sur le châssis de la voiture, parce que évidemment, bien que je sois fou, je n'aurais pas donné suite à une voiture sans l'avoir et avec une corrosion châssis, même mineure, il n'y avait aucune mention de ce côté-là. Et malgré tout, hein, malgré le fait que la corrosion châssis était absente de toute information, j'ai ça qui apparaît. La solution, évidemment, n'est pas de dire je vais faire des plaintes, des machins, des trucs. J'ai pas envie de faire des procédures et me prendre la tête pour rien. Parce que à la fin, faut pas se leurrer, c'est une voiture qui a 30 ans. Les mecs qui font des... Comment dire? Les mecs qui font des procédures de vis caché pour des voitures de 30 ans, je vous souhaite bien du courage au niveau des instances de juridiction, c'est pas gagné. Bref, regardez votre roue de secours systématiquement et n'hésitez pas à appuyer, pas comme un sourd évidemment, ou d'enlever la roue pour voir ce qu'elle donne, parce que là on peut voir si je refais le tour. Elle est marron, mais elle n'était pas marron avant. Bref, n'hésitez pas à appuyer avec votre pouce un peu partout sous le truc et vous regardez si la voiture est croustille. Si elle croustille, vous aurez la même chose que ça et le même trou qu'ici. Donc après, si vous aimez les trous dans les voitures, pourquoi pas. Si vous n'aimez pas les trous comme moi, ça vous laisse un petit goût amer. Encore une fois, je regarde ma voiture, je me dis elle est quand même pas dégueulasse en carrosserie et qu'elle est conforme à ce qu'on attend d'une E39 dans son jus jamais restauré de 1997. Bon, quand vous avez fait tout le tour de votre 39 et qu'elle est magnifique, qu'elle est sans corrosion, pas comme la mienne, on va parler V8. Le V8, il y a 3 générations, il y a double Vanos, mono Vanos et sans Vanos. Moi j'ai rien, c'est le moteur à l'ancienne, tout costaud, tout carré. Malgré ça, il a une paire d'années le pauvre. Et comme il a une paire d'années, il a un certain nombre de points de sensibilité plus ou moins problématiques. Quand j'ai regardé quoique j'avais peut-être regardé l'autre côté, mais là on peut voir ici, ça c'est les filtres de clim, pour dire que je raconte pas de conneries. Hein, on peut voir que ça respire c'est des filtres d'avant coronavirus, tout ça. Est-ce que j'ai la date dessus? Là, on peut voir que c'est un BM, ici, tac. Et normalement, il y a une date. Je l'avais vu sur l'autre, sur le filtre à air, en tout cas, je l'avais vu. Là, je la vois pas, mais on s'en fout. De toute façon, il est de 2006. Ah oui, on le voit ici un tout petit peu. Je sais pas si on le voit à la caméra. Mais en gros, ici, on a la date. Et on voit qu'il est écrit 0,5. Alors, je vois pas dans mon écran de GoPro, je vois pas si on voit qu'il y a écrit 0,5, mais en gros, il y a écrit 0,5. Donc il a été monté en 2006, le pauvre filtre, et qu'il est toujours là depuis. Donc c'est une preuve que, encore une fois, cette bagnole n'a pas roulé depuis les années que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire depuis bientôt 20 ans maintenant. Voilà. C'est pareil pour le filtre à air, c'est pareil pour la vidange, tout ça, ça a 20 ans, donc c'est un peu chiant. Enfin, je sais pas, quand ils ont acheté la voiture, ils ont fait de remise en route, entre guillemets, donc ça se trouve, ils ont fait la vidange de l'huile. Je ne sais pas. En tout cas, ils ont mis une batterie neuve, ça, je le sais. Ah, putain. L'huile me semble bien noire, pour être une huile récente. Donc, ce moteur-là, a un point de sensibilité
assez évident, c'est les joints de cache culbuteur qui cèdent comme du verre. C'est pas très chiant à faire. Le problème que ça implique, c'est que il y a un peu de démontage. Alors ça se fait plutôt bien, mais il y a quand même du démontage. Il faut enlever le cache au-dessus, il faut enlever tous les caches là-bas, il y a une poignée de vis. Le problème qu'il y a, c'est que ça coule sur les échappements, ça pue, et ça fait même brouter la voiture. Les miens sont archi morts, à tel point que dans l'aile, ça a empêché la voiture de rouiller. Voilà, ça vous donne une idée. Ça a bien rempli tout ça. On peut voir ici que la barre stab a souffert des années. Elle est un peu fatiguée. Quoique ça va encore, ça pourrait être pire, mais bon, c'est quand même pas terrible. L'amortisseur, ça a l'air d'aller, il est sec. La protection, elle est encore en place en haut. Voilà. Alors, je sais pas, il va falloir nettoyer. J'ai rien nettoyé. Elle est vraiment brute de chez brute, hein, la voiture. Donc, dans les fragilités, les joints de cache culbuteur, évidemment, comme c'est un V8, un moteur en V, on en a deux. On a 4 bougies de ce côté-là, 4 bougies de ce côté-là. Donc, il faut faire les joints, les bougies en même temps. C'est un peu chiant. Autre problématique, c'est au niveau de l'admission. Donc, ce qui est en dessous se cache en plastique. Vous avez une multitude de durites, comme ici, qui ont tendance à se craquer et à se fragiliser. C'est un petit peu chiant. Pareil, cette durite d'air d'admission, elle a tendance à se craquer, à se fragiliser. Tout ça, ça occasionne des mauvais, des ratés de fonctionnement moteur, et ça peut vous poser un certain nombre de problèmes, sans compter la surconsommation de carburant, qui est somme toute déjà élevée sur ce type de motorisation, vous en doutez. Ce sont les trains roulants. Sur les BMW de ces générations, 36, 39, 38, 46 entre autres, il y a, après je connais un peu moins, mais j'imagine que c'est pareil, 1 tonne de rotules. Il y a beaucoup de rotules aussi bien sur le train avant que sur le train arrière. Et forcément, avec un moteur qui pèse son poids ici, ce véhicule-là peut avoir des problématiques de vibration et autres problèmes de châssis X ou Y. Donc faut pas hésiter à contrôler le cas échéant qu'il n'y ait pas de problème. Là on peut voir que dû au stockage, donc il y a des traces de gras et d'huile un petit peu partout qu'il va falloir évidemment que je nettoie, et évidemment malheureusement le carter, de par le kilométrage qu'il a et le stockage, a présenté un certain nombre de petits points de corrosion, et également le berceau avant qu'il va falloir que je traite et que je répare. Ça va être fait, mais la partie jaune, c'est pas du tout de la... Tout ce qui est jaune, c'est pas de la corrosion, c'est juste du sable, hein. Je ne m'inquiète pas plus que ça, j'ai déjà regardé, c'est pas très grave de ce côté-là. Donc les derniers points, la maintenance ne demande pas des choses particulières, si ce n'est, je vous ai dit, les joints. Après le refroidissement, étant donné que c'est un gros moteur, ça demande toujours également une certaine attention. Un refroidissement et des courroies tous les 60 000 km, ça mange pas de pain. Une vidange de boîte, ça mange pas de pain tous les 60 000 km. Une vidange moteur, il y a 8 litres et des bananes dans le moteur, une fois par an, c'est pas mal aussi. Forcément, il y a un petit budget d'utilisation, mais c'est gage d'une certaine sérénité pour le futur de votre voiture. Sinon, hormis les trains roulants où il y a beaucoup de barres, etc., il n'y a pas grand-chose à contrôler. S'il y a autre chose, un autre point que j'oubliais sur ces voitures-là, ces V8 sont dotés de 2 catalyseurs, et parfois, c'est les catalyseurs qui foutent un petit souci à la mécanique. Donc il ne faut pas hésiter à parfois les enlever pour voir si votre moteur tourne pas rond. Enlevez un catalyseur et après vous enlevez l'autre et vous testez quelques instants pour voir si le moteur tourne mieux. Voilà, c'est une petite information que je peux lâcher comme ça, assez rapide. Là on peut voir encore une preuve qu'une voiture n'a pas roulé depuis 100 000 ans avec toutes ces traces de toile d'araignée. Et pourquoi je disais tout à l'heure, je pense qu'elle a été stockée côté droit, c'est que là, il y a une apparence de corrosion légère sur l'aile. Les vis ici, un peu corrodées sur les phares. Et là, tout en haut, au niveau du capot, c'est pareil. C'est un petit peu corrodé, c'est pas très grave, c'est anecdotique. Mais malgré tout, voilà.
Donc là, vous avez vu un moteur qui a 270 000 km, qui a été entretenu chez BM, mais qui n'a pas roulé pendant quasiment 20 ans. Donc avec tout ce que ça comporte comme besoin de lavage et de révision sérieuse, entre guillemets, qu'il va falloir entreprendre sur cette voiture. La carrosserie, vous l'avez vu. Après, on va regarder rapidement l'intérieur. C'est un des points aussi. Il y a quelques points sensibles sur le E39 à constater. Les ciels de toit sont généralement pourris sur le E39. Là, ça va, sauf au niveau du toit ouvrant. Il y a un petit truc qui n'est pas très joli, donc ça, c'est facile à contrôler. Tout à l'heure, je parlais du compteur. Souvent, le compteur peut être défectueux sur le E39 par différents points. Soit le compteur pète, soit l'information compteur peut être défectueuse. Et l'information compteur est donnée par le capteur de roue arrière gauche. Donc, il faut regarder si le capteur de roue arrière gauche est pourri ou pas, si le compteur ne marche pas. Voilà, donc ça c'est un point de sensibilité. Là, elle a l'accessoire indispensable, c'est-à-dire la télévision dans la voiture. Évidemment, c'est hertzien, donc évidemment ça ne fonctionne plus puisqu'on est à la TNT dorénavant. Autre problématique, ça peut être les ventilations de E39 sur différents points, soit la duovanne, donc la vanne de chauffage qui est dans le compartiment moteur, soit la soufflerie qui est à ce niveau-là dans le tableau de bord, soit la résistance de chauffage qui est en dessous ici. Donc à contrôler si votre soufflerie donne comme il faut sur votre voiture, ça peut être un peu pénalisant. Autre truc un peu chiant, on peut voir hein, une E39 de 180 000 km qui a été stockée dehors pendant 20 piges, les sièges sont encore tout neufs. C'est pour ça que c'est des voitures qui ont parfois des compteurs qui sont faussés, on va dire, et qu'on s'imagine avoir acheté la 8e merveille du monde avec 63 000 km, et en fait elle a 277 000 km, et elle a passé sa vie 20 ans dehors. Autre fragilité, moi ça marche parfaitement, j'ai cette chance. Les sièges électriques de E39 c'est une tannée, c'est une option qu'il faut éviter d'avoir, hein, pour être très franc. Les sièges électriques de E39 ont tendance à céder les câbles à l'intérieur et ça peut péter, ça peut se mettre en biais, c'est un peu chiant. Autre fragilité sur le E39, tout ça c'est des fragilités d'une voiture qui a 30 ans, hein, évidemment c'est logique, hein. Malgré que ce soit increvable d'après certains. Autre fragilité qui peut être chiante qu'on a sur cette voiture, voyant d'airbag allumé. Souvent c'est le capteur de présence côté passager. Il y a des simulateurs, des petits boîtiers à 30 balles là, qui permettent de sauver la mise sur ces voitures là. On met ça éteint le voyant, très souvent ça peut enlever le voyant. Voilà, on a une BMW entretenue chez BMW de première main origine France, 540i modèle haut de gamme. On a une tonne de couilles, donc évidemment on a les mêmes problématiques sur une 520D, sur une 520i, 530D et autres motorisations joyeuses qu'on peut trouver essentiellement sur le 39. Donc imaginez une 39 qui a eu 12 propriétaires, dont 4 en Allemagne, qui a 412 000 km et qui a été mal entretenue. Bah, c'est malheureusement très souvent ce que vous avez. Et vous avez souvent ces voitures-là qui sont dotées de peinture neuve afin de leur donner un peu de cachet supplémentaire. Faites très attention. Ne faites pas comme moi quand vous achetez une 39. Donc évidemment, quand vous achetez une 39, faites attention, ne faites pas comme moi, soyez vigilants. Parce que évidemment les E39 dans cet état là c'est plus courant qu'on ne le pense et très franchement c'est loin d'être la pire de ce que j'ai vu. Il y a énormément de voitures qu'on va qualifier de maquillées sur le marché disponible, hein, et qui sont restaurées à la hâte avec une simple peinture neuve, quelques artifices de magouille et de mastic qui vous permettront de ne pas voir la corrosion sur différents points. Ce qui est très important, c'est d'acheter une voiture dont la base est le plus simple possible pour éviter justement les mauvaises surprises. Malgré tout, j'ai un certain nombre de frais à dépenser dans la carrosserie de cette voiture pour la rendre, si possible, sans corrosion, et j'en serai de toute façon jamais sûr, étant donné que c'est une voiture qui a cet âge-là. Mais le fait qu'elle n'ait jamais été restaurée, ni bricolée, ni bidouillée, et toujours entretenue chez BM, en plus de tout ce que j'ai déjà énuméré tout à l'heure, ça reste malgré tout des points qui sont très positifs pour moi et qui me donnent l'envie et l'espoir de me dire que cette voiture a du potentiel malgré tout. Je vais essayer
tant bien que mal de la sauver, d'essayer d'en faire une belle auto. En attendant, j'espère que tous ces conseils de cette vidéo extrêmement longue vous auront été très utiles. Pour ma part, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas dans tous les cas à commenter, à partager vos expériences. Ça peut être toujours utile à tous. Si j'ai oublié des points, je crois pas, n'hésitez pas à également mettre en point d'intention ce qu'il faudrait contrôler pour acheter une 39. Voilà, en tout cas, merci à vous d'être toujours plus nombreux, d'être toujours plus fidèles à commenter, à aimer le Garage PTS sur Facebook, sur YouTube et Instagram. Merci à vous, à bientôt.